Je vous propose maintenant de parler des registres et bases de données en recherche avec le professeur Frédéric Sacher, que l'on ne présente plus, et Maïder Piquet, qui est chef de projet au CEMARI. Donc la transition est toute trouvée, c'est parfait. Donc on a longuement travaillé ensemble pour faire ce PowerPoint, on est hyper synchronisés. Je vais être honnête, je rentre de vacances hier et on n'est pas synchronisés, mais bon. Bah si, je l'ai fait il y a 5 minutes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et ça, cette présentation, elle est faite suite à des remarques qui avaient été faites lors de la dernière journée l'année dernière, et ça arrive, qui était qu'est-ce que vous faites sur la recherche, qu'est-ce que c'est la recherche? Pour ceux qui sont venus dans le service, on vous fait signer des tonnes de papiers, on ne sait pas forcément à quoi ça sert ou pourquoi. Alors, c'est loin d'être tout pour la recherche, mais il y a une partie pour la recherche. L'idée de ce topo, encore une fois, hein, et arrêtez-moi au cours si vous avez des questions, c'est un peu de vous présenter globalement la recherche et surtout à quoi ça sert. Tous ces documents qu'on vous fait signer et quels sont le retour justement par rapport à toute cette recherche dans le cadre des maladies rares. Alors, un premier point un peu général, peut-être que je peux te laisser faire ça c'est vraiment ton domaine, quoi. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Jardé avec différents types de recherche impliquant la personne humaine, qui s'appelle RIPH, c'est un peu barbare, mais c'est recherche impliquant la personne humaine. Tu veux dire peut-être un mot, après je reviendrai de la slide d'après sur des 1. Oui, donc juste quelques mots sur ce qu'on appelle la recherche clinique, hein. Donc le premier niveau, qui est le plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle des études interventionnelles à risque. Un deuxième niveau, moins interventionnel, avec ce qu'on appelle un risque faible, et un niveau 3 qui est plutôt sans risque. C'est peut-être des terminologies assez barbares. Ce qui est important de savoir en France, c'est que tous ces protocoles de recherche ne se font qu'avec une autorisation d'un comité d'éthique, qu'on appelle le comité de protection des personnes, avec une autorisation aussi dans certains cas de l'Agence nationale de santé, pour dire que voilà, c'est pas le chercheur ou le médecin qui travaille dans son coin, tout ça c'est soumis à autorisation, et ces autorisations nécessitent dans la majorité des cas et quasiment dans tous les cas un consentement du patient. Donc c'est ça qu'on voulait vous exposer pour vous dire, voilà, quand vous rentrez dans ce type de protocole de recherche, certains d'entre vous, je vois ici, ils sont rentrés, hein, on en connaît quelques-uns, vous avez forcément signé un accord pour dire que vous étiez d'accord de participer à ce protocole, vous aviez bien compris les bénéfices et les risques du protocole. À côté de ça, on a aussi des protocoles de recherche qui sont plutôt ce qu'on appelle des registres, des bases de données, qu'on appelle hors RIPH. Et ça, en fait, c'est un peu aussi notre quotidien de recueillir des données pour avancer sur la connaissance des maladies. Et c'est effectivement, en fonction du type de projet, des choses qui nécessitent aussi certaines autorisations et des consentements. Donc, plein de choses un peu barbares, mais tout ça, c'est pour faire avancer la connaissance. Voilà. Et puis il y aura d'autres choses, mais je ne vais pas trop en parler. PMSI, c'est le système informatique hospitalier sur des requêtes un peu automatiques en fonction de code. Et SNDS, c'est le système national des données de santé, tout ce qui est sécurité sociale, quand on a une ordonnance de remboursement de médicaments ou les hospitalisations, tout ça, on peut avoir des idées globales. Alors tout est anonyme, hein. On ne sait pas qui fait quoi, mais c'est important de le noter. Mais il peut y avoir, et le gros intérêt, c'est que c'est à l'échelle d'une population, donc on peut avoir des informations beaucoup plus importantes. Juste donc un mot, et Maïder l'a dit, je vais passer assez vite. Donc le RIPH, recherche impliquant les personnes humaines de phase 1. Donc c'est les niveaux d'études les plus entre guillemets novatrices dans l'interventionnel, des nouveaux médicaments par exemple, ou des nouveaux systèmes de dispositifs médicaux. Alors pour nous, c'est ce qu'on appelle l'ablation ou le nouveau système de défibrillateur, des choses dont on va voir l'efficacité et la sécurité. Donc, comme a dit Média, donc il y a un avis de comité d'éthique, il y a une note d'information. Alors, c'est toujours un peu comment dire ça pour pas être polémique, mais la note d'information qu'on vous donne, le comité d'éthique tient à ce que vous ayez un consentement libre et éclairé.
Et donc, on doit vous expliquer en des mots simples la procédure, mais il rajoute à la fin toutes des parties de texte réglementaires qui font le double de l'explication de la procédure. Et donc, on est perdu à la fin. Enfin, pour ceux qui ont participé, vous avez une petite d'information où il y a plein de textes réglementaires, tout ça, et on est complètement perdu. Donc, parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver dans cette note d'information pour des questions juste légales, en fait. Alors, juste pour exemple, là, j'ai mis à chaque fois 1 ou 2 exemples de types d'études. Une, alors, qu'on avait essayé de mettre en place, il va y avoir des études de thérapie génique dans le cadre de dysplasie arythmogène du ventricule droit pour des gens mutés PKP2. C'est une des mutations. Alors, probablement qu'on n'y participera peut-être pas au final parce qu'il y a beaucoup de contraintes derrière. Mais voilà, typiquement ça, c'est les RIPH1, quoi, des nouvelles molécules ou de la thérapie génique. C'est des choses qui font partie de ce type de recherche. Par exemple, on est en cours en discussion avec d'autres centres pour envisager dans le syndrome de Brugada comparer l'ablation par cathéter versus le défibrillateur chez les gens pas forcément très symptomatiques pour l'instant. Vous savez ou vous savez pas, mais l'ablation par cathéter, ça va monter une sonde dans le cœur pour aller cautériser des zones chez les gens qui ont des syndromes de Brugada avec des fibrillations ventriculaires. C'est des choses qui se font. Et la question, c'est est-ce qu'on pourrait le faire en amont, par exemple? Ça, ce serait typiquement des RIPH. Si on compare 2 stratégies un peu novatrices l'une à l'autre, voilà, c'est ce type d'études qui sont très, très encadrées. C'est normal, et qui, justement, nécessitent toute une part administrative importante avant de pouvoir être lancées. Ensuite, il y a les RIPH2 qui sont dites à faible risque. C'est des recherches qui peuvent être interventionnelles, qui ne portent pas sur des médicaments et qui ne portent pas non plus sur des dispositifs médicaux, ces dispositifs médicaux qui ne sont pas encore marqués CE. C'est-à-dire que ça peut être, je vous ai mis des exemples, par exemple, on fait une étude d'ablation de tachycardie ventriculaire, d'arythmie, où on va se baser sur le scanner dans un bras ou pas sur le scanner de façon plus standard dans l'autre. Ça, c'est à faible risque parce que finalement, c'est la procédure qui est indiquée pour tout le monde. Tout le monde doit avoir cette intervention, d'accord? C'est juste la façon dont on fait. On utilise un scanner, on n'utilise pas de scanner. Là, le risque est faible. Donc, voilà, c'est comme ça qu'en fonction des risques et du type de procédure qu'on va déterminer, et il y a des niveaux de contraintes plus ou moins importants. On a une autre étude donc, dans ce type de catégorie qui est la programmation à distance des dispositifs médicaux. Vous savez, il y a des déserts médicaux, vous savez bien, et c'est pas toujours facile quand on a un défibrillateur d'être incontrôlé. Alors, il y a la télésurveillance, mais parfois, il y a besoin de reprogrammation. Et à l'heure actuelle, on est obligé de venir dans un centre qui est capable de faire ça, avec des médecins qui sont capables de faire ça, et il n'y en a pas partout. Loin de là. Et donc, il y a une étude qui est en cours pour voir si des gens dans des maisons médicales, alors infirmières, mais sous le contrôle du médecin, par exemple ici du CHU de Bordeaux, puissent reprogrammer à distance avec un accès à la machine à distance. Voilà, c'est des choses. Donc ça, c'est du RIPH2, ce qui permettrait d'éviter de devoir faire des allers-retours. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être évaluées. Pour d'autres, fenêtres électromécaniques, c'est l'enregistrement. Pour les gens qui ont un QT long, par exemple, on avait fait un enregistrement avec un stéthoscope à un moment pour ceux qui ont participé à ça. Donc, c'est juste un enregistrement en plus de l'électrocardiogramme, et on met également un stéthoscope un peu particulier en même temps que l'électrocardiogramme. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de risque, voire pas du tout de risque, mais c'est quand même complètement encadré. Et puis, il y a le RIPH3, qui sont des études peu ou pas interventionnelles, sans aucun risque. On avait fait une étude d'enregistrement, de comparer l'électrocardiogramme qu'on enregistre avec l'électrocardiogramme d'une montre connectée versus les petits appareils d'enregistrement qui s'appellent les cardiomobiles, mais peu importe. Donc, on avait comparé les tracés qu'on avait avec ces différentes méthodes. Donc, même ça, on est obligé de passer par toutes ces strates administratives. Donc, c'est toujours réglementaire. Voilà. C'est un peu, ouais. Donc, c'est assez long et ça prend du temps et de l'énergie. Mais voilà, c'est la réglementation qui est comme ça, ou des études post-commercialisation, des gens qui ont des procédures normales,
Donc, mais on va collecter les données au niveau national, voire international dans ce cas-là, pour être sûr que au long cours, il n'y ait pas de choses qui se passent, pas tant par rapport à la procédure, mais être sûr que l'outil utilisé, même à distance, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Par contre, dernier point sur ces RIPH avant de venir à l'autre partie qui sont les bases de données, l'exploitation de bases de données. Mais un peu ce qu'on a dit, en fonction du type de recherche, il va y avoir des outils réglementaires plus ou moins importants. En tout état de cause, pour toute la recherche, une information du patient, c'est bien légitime. Et pour celle-ci également, des consentements écrits. Ce n'est pas simplement que vous ne vous opposez pas là, c'est qu'il faut que vous, et c'est normal, vous me disiez, j'ai compris et je suis d'accord pour participer. Donc, c'est le consentement écrit. Dans les RIPH 3, c'est un peu plus léger, même si en pratique, on fait globalement la même chose que pour les autres. Parce que quand on fait des choses différentes pour chaque... ça devient compliqué. C'est bien quand c'est assez standardisé à la fin. Alors, voilà. Et surtout, on voulait parler des autres types de recherche parce que ça avait été une question. Vous avez peut-être été sollicité. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot sur les bases de données. Maïder, tu veux en dire un mot là? Oui, il y a différentes bases de données qui existent. On a des bases de données au niveau du service, des bases de données au niveau national, notamment au niveau de la filière cardiogène. Vous savez que notre centre de référence fait partie de la filière cardiogène. On est aussi labellisé au niveau européen et on a aussi des bases de données au niveau de l'Europe. On parle bien sûr de données anonymisées ou pseudo-anonymisées. Votre nom n'apparaît jamais. Par contre, finalement, le fait que vos données soient utilisées avec votre accord, et on pourra discuter cette notion d'accord à différents niveaux. Je vous ai dit au niveau du CHU de Bordeaux, au niveau national, au niveau européen. Tout ça rentre dans des cadres un petit peu différents et pour certains demandent juste une non-opposition, pour d'autres carrément des consentements. Donc effectivement, vous allez peut-être... C'est clair, peut-être la non-opposition, le consentement. Ouais. Est-ce que ça, c'est une notion que vous avez? Oui. Le consentement, en gros, il faut que vous signiez un papier en disant, voilà, je suis d'accord pour participer. La non-opposition, c'est souvent ce qu'on demande au début de l'hôpital. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on utilise des données, ou est-ce que vous opposez plus exactement à ce qu'on utilise des données qui ont été collectées pendant l'hospitalisation, pendant la consultation, c'est-à-dire un électrocardiogramme ou autre, pour justement servir dans des études, en sachant qu'encore une fois, tout est anonymisé. On ne sait pas que c'est vous, en fait. Et l'intérêt, c'est que plus on a d'informations, plus on peut voir s'il y a des problèmes. Je vous montrerai des exemples de à quoi ça sert après, mais c'est des choses un peu différentes. Et là, dans ces non-oppositions, c'est pour finalement simplement... on ne vous fait rien d'autre, en fait, il n'y a rien de particulier qui est fait en termes de recherche, si ce n'est de récupérer un électrocardiogramme ou savoir que vous allez bien en fonction de certains critères pour dire quand on compile tout ça, on sait que les gens qui ont ça vont bien aller, ou on sait que les gens qui ont cet aspect sur l'électrocardiogramme ont plus de risques, donc il faudra peut-être aller au défibrillateur plus tard. Voilà, c'est en ça que ça aide de pouvoir utiliser ces données de santé. Donc, toute l'idée, c'est que vous ayez bien cette notion de... Peut-être qu'à certains moments, vous pensez être sursollicité sur ces notions de consentement en opposition, mais en fait, c'est la loi. C'est même très lourd de notre côté, parce qu'effectivement, pour faire avancer la recherche, on a besoin des données et que ces données soient mises en commun avec d'autres équipes, que ce soit au niveau français ou européen, voire international. Et c'est aussi pour nous beaucoup d'impatience. Voilà, donc voilà. Toute l'idée de ce topo, c'est de vous expliquer aussi que voilà, derrière, il y a une réglementation. On a la chance d'avoir de la réglementation en France, ce qui protège les patients. Mais effectivement, elle freine aussi par moment l'avancée de la recherche. Pour justement, quand même, que la recherche puisse avancer, on n'hésite pas à vous solliciter. Donc, soyez pas étonnés si, pour certains, dans les semaines à venir, notamment sur des bases de données qu'on partage au niveau européen. On va solliciter certains d'entre vous pour utiliser vos données. Donc, évidemment, les données, on les a. Ils sont dans ce qu'on appelle le DPI, le dossier partagé et informatisé des patients. On n'a pas besoin de vous demander plus de choses que ce qu'on a déjà, mais on doit vous demander votre accord pour utiliser ces données de façon anonyme. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment important, c'est anonyme. Anonyme, bien sûr. Mais voilà.
pour nous, c'est aussi très lourd et c'est ce qui contraint aussi à avoir dans nos équipes du personnel dédié pour travailler sur le sujet parce que voilà, contacter les patients et recueillir toutes ces données, c'est trop lourd pour les médecins au quotidien. Et donc, c'est ce que je disais, donc données anonymisées sans aucune conséquence pour vous, puisque c'est des choses qui a déjà et qui sont liées aux soins standards normaux de la prise en charge. Alors voilà, quelques exemples de ce à quoi peut servir ces données de santé. Et voilà, c'est une étude avec 13 centres dans le monde. Et donc, c'est des patients qui étaient porteurs d'un défibrillateur dans le cadre d'un syndrome de Brugada. Donc, encore une fois, ils ont été implantés parce qu'ils devaient être implantés. Et ils n'ont pas été implantés pour l'étude ou quoi que ce soit. C'est des gens qui ont été traités comme il était nécessaire de le faire. Et on a pu regarder le devenir de ces personnes implantées en fonction de pourquoi ils avaient été implantés, si quelqu'un qui avait fait un arrêt cardiaque récupéré, si quelqu'un qui avait fait une syncope, si quelqu'un n'avait présenté aucun symptôme mais qu'on lui avait quand même mis un défibrillateur. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que les gens qui sont implantés parce qu'ils ont fait un arrêt cardiaque ont beaucoup plus de risques de refaire des arythmies après, donc que la machine leur sauve la vie, que des gens qui n'ont jamais rien fait. C'est assez logique et intuitif, mais encore faut-il le montrer. Surtout, ce qu'on a pu montrer avec cette étude, encore une fois, et c'est parce qu'on a mis les données en commun de 13 centres en France et à l'étranger, c'est les taux à 1 an, 2 ans, 3 ans de traitement choc approprié, c'est-à-dire combien de fois le défibrillateur a bien marché, à sauver la vie de la personne, en fait. C'est combien de fois il a sauvé la vie de la personne, dans combien de pourcentage de personnes. Donc, ce qu'on voit, c'est que la moitié des gens qui avaient été implantés pour un arrêt cardiaque vont être sauvés par leur défibrillateur. Donc, il faut vraiment, chez les gens qui ont fait déjà un arrêt cardiaque, qu'ils aient un défibrillateur, c'est logique. Et on voyait que chez les asymptomatiques, à 10 ans, il y en avait 1 sur 10, 12%, qui allaient être sauvés par leur défibrillateur. Mais qu'en contrepartie, il y en a qui allaient avoir des chocs pour rien, c'est parce que la machine se trompe, ou qu'elle va avoir un problème de sonde. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, et ça nous a permis de voir que peut-être les défibrillateurs à l'intérieur par les vaisseaux avaient un peu plus de fragilité. Là, on est en train de travailler sur d'autres défibrillateurs qui sont sous-cutanés. Donc, ce même type d'étude est en train d'être menée avec d'autres types de défibrillateurs pour voir si ça permet justement d'améliorer les choses. Et est-ce que ce ne serait pas meilleur d'avoir un autre type de défibrillateur? Et encore une fois, ça a été fait juste en collectant justement les données de la vie quotidienne, si vous voulez. Donc, c'est vraiment important. Et un centre tout seul, on n'y arrive pas. Encore une fois, on parlait de maladies rares. Et c'est tout l'intérêt dans les maladies rares de pouvoir mettre en commun l'expérience des différents centres. Et c'est comme ça, en mettant en commun l'ensemble de ces informations, qu'on arrive à avoir des informations utiles pour mieux vous prendre en charge après. Parce que c'est ça le but ultime, c'est que toute cette recherche permet après de changer nos pratiques et de l'améliorer. Je vais passer rapidement parce que je crois que je suis déjà… un autre papier qu'on avait, une autre étude qu'on avait fait à l'époque où Madame Piquet s'appelait Bessuet, c'était il y a longtemps, où on avait regardé l'intérêt au début de la télésurveillance. Maintenant, c'est un peu, c'est classique que les personnes qui ont un défi